Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Art et Lettres ici Télévision Monsieur Hubert Rio, chercheur à l'Institut de recherche en économie contemporaine et chercheur associé en groupe d'études et de recherche internationale et le Québec. Il est titulaire d'un doctorat en politique publique comparé à l'Université McMaster et se spécialise dans le domaine de la finance entrepreneuriale. Il a co-dirigé avec Stéphane Paquin le livre La Révolution tranquille, 60 ans après, rétrospective et avenir, paru chez Presse de l'Université de Montréal. Monsieur Rio, je vous souhaite la bienvenue chez Art et Lettres. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vous en prie, le plaisir est pour nous. Un livre fascinant, La Révolution tranquille, 60 ans après, rétrospective et avenir. Un livre écrit sous votre direction, celle de Stéphane Paquin. Il y a eu plusieurs interventions, on va dire, de plusieurs auteurs et professeurs sur la question, des textes très éclairants. Mais dans un premier temps, bon, on entend toujours parler de la révolution tranquille. On a plus ou moins une idée de ce que ça veut dire, bon, c'est au niveau économique, social, etc. Mais juste par exemple pour les gens qui se sont nouvellement installés au Québec, est-ce qu'on peut tenter une redéfinition de la révolution tranquille? Comment il faudrait le comprendre et l'assimiler justement? Mhm. C'est une bonne question, effectivement, pour les nouveaux arrivants ou tout simplement les gens qui sont plus ou moins intéressés par ces questions et qui voudraient en savoir plus. Effectivement, la Révolution tranquille, c'est grosso modo une période historique durant laquelle le Québec, en tant que nation, mais en tant qu'État particulièrement, s'est modernisé sur un ensemble de plans économiques, sociaux, culturels, politiques, administratifs, bureaucratiques. Cette période-là, les historiens s'entendent pas toujours parfaitement, mais en gros, c'est échelonné du début des années 60, c'est-à-dire à partir de l'élection du gouvernement libéral de Jean Lesage, jusqu'aux années 80. Certains l'étirent un petit peu plus longtemps, mais en gros, entre 1960 et 1980, cette période de bouillonnement social, économique, Oui. politique qui a modernisé le Québec et qui s'est, certains diront, terminé avec le premier référendum sur l'indépendance du Québec en 1980. Donc, c'est une période qu'on a nommée la Révolution tranquille parce que ça a été une période de très grands changements politiques, économiques, mais sans effusion de sang, sans trouble social particulièrement important. Mais justement, c'est un bon détail, sans effusion de sang, sans guerre, sans rien du tout. Et puis, il y a eu justement une révolution tranquille. Est-ce que c'était une nécessité, une urgence justement pour la société qui revendiquait justement la séparation l'Église de l'État? Mais surtout aussi, on a l'impression qu'on parle d'un Québec qui veut garder sa langue, un Québec qui est quand même au milieu de plus de 300 millions d'anglophones. Est-ce que le volet de la langue et de la francophonie était beaucoup plus présent à ce niveau dans cet état d'urgence? Bien sûr, l'enjeu de la langue était absolument important, non seulement parce que le Québec, et certains diront encore le cas aujourd'hui, mais le Québec, à l'époque, avant la Révolution tranquille, jusqu'aux années 50, était un Québec qui était contrôlé assez largement par la minorité anglophone Oui. québécoise. Les institutions économiques, surtout, et financières étaient contrôlées par la minorité anglophone, mais même jusqu'au gouvernement du Québec, jusqu'aux années 60, on n'avait jamais eu de ministre des Finances, par exemple, francophone. Donc, ça vous donne une idée un peu de l'atmosphère de l'époque. Et c'est une question qui était importante parce que les divisions linguistiques étaient doublées ou recouvertes de divisions socio-économiques pour ces raisons-là. Donc, par exemple, jusqu'au début des années 60, les francophones du Québec, qui composaient tout de même la majorité de la population au Québec, étaient l'un des groupes ethniques ou ethno-linguistiques au Canada qui avait le niveau de vie le moins élevé. Le plus bas. Le plus bas, exactement, avec les Autochtones, les Italiens et d'autres, alors que, évidemment, la communauté anglophone trônait au sommet. Donc, sur une vingtaine de groupes ethniques, ethno-linguistiques
identifié à l'époque, les francophones du Québec et les francophones du Canada en général étaient en queue de peloton. Donc, c'est ça, c'était cette division linguistique, Oui. mais également socio-économique qui était à la base des grandes réformes là, qui ont été entreprises au début des années 60. Puis il y avait aussi la question du modèle québécois. Est-ce que la Révolution tranquille supposait justement l'existence d'un modèle québécois ou bien il fallait que ça soit justement que le point de départ de la Révolution tranquille soit avec la prise du pouvoir des libéraux, de Jean Lesage dans les années 60? Bien, c'est évident que la prise du pouvoir par les libéraux a été essentielle aux changements qui ont pris place par la suite parce que, comme chacun le sait, là, les gouvernements qui ont précédé, en particulier les gouvernements conservateurs de Maurice Duplessis qui ont été en place Oui, là, à durant l'époque. la majeure partie des années 40 et 50, étaient foncièrement hostiles à l'intervention de l'État et laissaient une large place à l'Église pour le contrôle d'une foule d'institutions sociales, l'éducation, la santé, etc. Donc, le modèle québécois tel qu'il s'est construit à partir des années 60, évidemment, doit beaucoup à la transition politique qui a eu lieu avec l'élection des libéraux en 1960. Mais il faut dire, par contre, qu'il n'y a jamais eu d'intention de construire un modèle québécois particulier. C'est un modèle qui s'est développé Voilà. de façon un peu organique, de façon naturelle, par l'entremise de l'intervention de l'État québécois qui s'est construit à partir des années 60. Et à ce sujet-là, j'avais sorti une courte citation du Oui, je chapitre vous en prie. de l'économiste Pierre Fortin qu'on a parmi nos collaborateurs. Pierre Donc, Fortin dit... si vous permettez, sans Oui, vous interrompre, Monsieur Rio, je vais vous donner l'occasion peut-être de le citer, mais on va le faire après la pause publicitaire. Tout de suite, restez avec nous, mesdames et messieurs. Notre invité d'aujourd'hui, Hubert Rio, chercheur co-directeur du livre La Révolution tranquille, 60 ans après, rétrospective et avenir. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer notre conversation avec Hubert Rio concernant le livre La Révolution tranquille, 60 ans après, rétrospective à venir. Permettez-moi justement de relancer l'idée de la citation que vous apprêtez à nous faire part. Je vous en prie. oui, alors c'est une courte citation, mais je pense qu'il vaut la peine Oui, de bien la sûr. lire parce que ça explique bien l'idée qu'on évoquait avant la pause. Donc, Pierre Fortin, l'économiste, dit « Il n'y eut en 1960 aucune intention de la part des dirigeants politiques du Québec de créer a priori un modèle particulier de développement économique et social, mais plutôt celle d'utiliser l'État du Québec pour rattraper la moyenne canadienne en encourageant Voilà. le progrès de l'éducation, du bien-être, de l'économie. Le modèle québécois s'est donc plutôt construit a posteriori par une accumulation d'expériences dont les succès et les échecs ont été reconnus et à peu près pris en considération. Donc, la plus grande réalisation pour Pierre Fortin du Québec depuis 60 ans, ça a été la capacité qu'il a démontrée d'harmoniser sa recherche d'une plus grande économie sociale avec ses aspirations de rattrapage économique au niveau du niveau de vie des Québécois. Et ce sont ces efforts-là de rattrapage socio-économique qui ont accouché du modèle québécois, mais ce n'était pas une intention volontaire des décideurs politiques ou économiques au début des années 60. C'est une évolution organique. Organique, avec un rattrapage économique comme vous Voilà. venez de le mentionner. Mais à ce moment-là, quels sont les indicateurs justement sur lesquels l'État québécois s'est basé pour réaliser une autonomie à tous les niveaux? Voulez-vous nous en parler, M. Rioux? Oui, bien sûr. Alors, quand on parle du modèle québécois et des progrès qui ont été accomplis durant la Révolution tranquille, là, puis Pierre Fortin le fait très bien dans notre livre, c'est souvent ou presque toujours à l'Ontario qu'on se compare sur Oui, différents indicateurs socio-économiques.
Et ce rattrapage-là a été réalisé dans une foule de secteurs, si bien qu'aujourd'hui, le Québec, le modèle québécois se distingue de plusieurs façons. Je vais vous en nommer quelques-uns. Oui, je vous en prie. D'abord, par la taille et l'importance de l'État québécois, de l'administration publique québécoise. L'administration publique au Québec, c'est 550 000 fonctionnaires. Ça équivaut à 29 du PIB. On est largement au-dessus de la moyenne des autres provinces ou même du Canada dans son ensemble. La pression fiscale totale, donc toutes les taxes et impôts qui sont tirés du territoire québécois, équivaut à 39 du PIB québécois. C'est encore une fois largement au-dessus de la moyenne canadienne et ça nous rapproche, le Québec, des pays germanophones ou nordiques européens. Les niveaux de redistribution sociale également beaucoup plus importants, d'égalité sociale et d'égalité de revenus beaucoup plus importants qu'ailleurs en Amérique du Nord. Des taux de syndicalisation également beaucoup plus élevés qu'ailleurs au Canada et en Amérique du Nord. Et d'ailleurs, des taux de syndicalisation qui sont stables depuis les années 90, à l'inverse de ce qu'on voit ailleurs. Un interventionnisme économique et financier plus important de la part de l'État québécois et de ses outils financiers comme la Caisse de dépôt, Investissement Québec, les fonds de travailleurs, les fonds de travailleurs qui distinguent également le modèle québécois. Et tout ça culmine dans ce qu'on appelle communément le Québec Inc., c'est-à-dire cette espèce de tissu économique, d'écosystème informel qui relie l'État québécois, les entreprises et le secteur financier francophone au Québec. Donc, ça vous dresse un portrait là, à peu près précis de ce qu'est le modèle québécois aujourd'hui, de comment le Québec se distingue au niveau de son modèle socio-économique. Bon, alors, justement, on parle de l'évaluation de côté économique, de tout ce qui est finances publiques, le développement des territoires, les investissements. Il y a des tableaux intéressants apportés aussi par les intervenants. J'ai trouvé fascinant ce détail, l'indice du bonheur, satisfaction à l'égard de la vie. Le Québec est bien classé après le Danemark. Le Danemark, elle est à 7,84. Le Québec est à 7,62. C'est déjà très bien. Alors, est-ce qu'il faut concevoir justement cet indice comme forcément synonyme de progrès social de votre point de vue? Oui, bien sûr. C'est en fait la conséquence des progrès et du rattrapage qui a été réalisé au cours des 30-40 dernières années. Et ce qui est intéressant, ce qu'on montre dans le livre aussi, c'est que la majeure partie de ce rattrapage, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, a été réalisée davantage à partir de la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, plutôt qu'entre les années 60 et 80. Il y a eu un rattrapage dans ces années-là, mais il a été plus rapide et plus complet à partir des années 90 pour un ensemble de raisons. Mais grosso modo, effectivement, la question du bonheur des Québécois, ça renvoie évidemment à la qualité de vie des Québécois, qui a été augmentée de beaucoup par les capacités économiques, fiscales, la redistribution, les programmes sociaux qui ont été mis en place depuis la Révolution tranquille sur un ensemble d'enjeux. Les CPE, par exemple, ou à la fin des années 90, le réseau de garderie, l'assurance parentale, par exemple, les congés parentaux pour les hommes, les congés de paternité, par exemple. Distingue le Québec, je pense, distingue le Québec à l'échelle de l'Amérique du Nord et même de l'Amérique en général. Donc, il y a une foule de programmes comme ça qui ont été mis en place qui distinguent non seulement le modèle québécois, mais qui font en sorte que les Québécois peuvent avoir, dans une certaine mesure, une qualité de vie enviable par rapport aux populations des pays anglo-saxons qui ont des modèles libéraux où les dynamiques marchandes occupent une plus grande place et où les inégalités de revenus et les taux de pauvreté, par exemple, peuvent être plus élevés qu'au Québec. Donc, il y a une foule de raisons pour ça, mais effectivement, c'est la conséquence du rattrapage socio-économique issu de la Révolution tranquille. Exactement. Et puis, justement, l'indice du bonheur, c'est l'épanouissement de soi. Et puis, l'épanouissement de soi, c'est une bonne santé mentale, ce qui produit justement, il en résulte aussi la productivité des gens. Et quand on est heureux, on produit bien, comme on dit, n'est-ce pas? Absolument. Alors, on va juste faire une pause, si vous permettez, et on revient dans les prochaines minutes pour continuer. Restez avec nous, mesdames et messieurs.
On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. On continue notre conversation avec Monsieur Rio, notre invité de ce jeudi chez ICI Télévision Arts et Lettres pour parler de la Révolution tranquille. C'est un sujet très fascinant. Je vous disais, Monsieur Rio, que justement, quand on est heureux, on produit bien, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est ce que je voulais préciser là, avant la pause, Oui, je vous que en prie. un des indicateurs qu'on souligne dans le livre et qui est méconnu de la plupart des gens, c'est qu'aujourd'hui, le Québec, de façon générale, a des taux de productivité du travail plus élevés Oui, dans plusieurs secteurs, mais de façon agrégée également, que l'Ontario. C'est méconnu, mais c'est un fait avéré maintenant. Et donc, effectivement, le modèle québécois fait en sorte que les conflits de travail, par exemple, oui. ont diminué non seulement en nombre, mais également en intensité beaucoup au cours des 30-40 dernières années. Et la productivité a augmenté d'autant. Parfait. Alors, on parlait justement de modèle québécois et justement au niveau de la stratégie du Québec adoptée justement pour ce qui est de ses investissements et de cet essor économique. Est-ce que cela supposait justement qu'il devait y avoir l'évolution de ce modèle québécois pour accompagner l'évolution de ses investissements, de ses finances? Est-ce qu'on parle justement d'un modèle québécois qui est figé avec lequel on travaille ou bien cela supposait qu'il doit évoluer justement? Non, bien sûr, le modèle québécois, c'est pas un modèle figé, c'est un modèle en évolution constante et Mhm. on le voit dans une foule de secteurs, dont dans le secteur financier. Mais c'est vrai que si on pourrait en revenir à la Révolution tranquille, euh, au moment du début de la Révolution tranquille, dans les années 60, les Québécois, puis en particulier les Québécois francophones, contrôlaient Oui. très peu non seulement leurs entreprises. La plupart des entreprises détenues et contrôlées par des francophones à l'époque, c'était des petites Mhm. entreprises familiales, donc Oui, les grands secteurs industriels étaient peu contrôlés par les francophones. Et les francophones contrôlaient très peu également leur secteur financier. Les francophones contrôlaient essentiellement le mouvement des jardins, donc les caisses populaires. oui, Mais les grands acteurs financiers étaient à majorité anglophones. Donc, à partir de la Révolution tranquille, on s'est doté d'instruments financiers importants, la Caisse de dépôt, par exemple, la Société générale de oui, financement tout à fait. et d'autres. Et ça fait en sorte que le Québec a pu d'ailleurs mieux accompagner ces entreprises, financer le développement d'un écosystème entrepreneurial Oui, québécois à majorité francophone. Et les résultats de ça, ben, on les voit aujourd'hui, on récolte les fruits de cet effort-là aujourd'hui, alors que le Québec est devenu carrément une puissance financière à l'échelle du Canada et de l'Amérique du Nord dans des domaines comme le capital de risque ou le capital de développement. On pèse beaucoup plus lourd que notre poids démographique, par exemple, au Canada. Donc, vraiment, les outils dont on s'est doté à partir de la Révolution tranquille, aujourd'hui, font du Québec un État fort et autonome en matière financière. Et ça, c'est une excellente nouvelle. bon, alors maintenant, comment est-ce que ce modèle québécois se renouvelle? Est-ce qu'il y a justement des secteurs clés sur lesquels il compte pour se distinguer au niveau de l'échiquier mondial, justement? Bien sûr, il y a une foule de défis auxquels Mhm, le modèle québécois va devoir faire face dans les prochaines années. Puis c'est une des particularités de notre livre, d'ailleurs, je le mentionne en passant. On ne fait pas mhm. seulement une rétrospective et une analyse du modèle québécois depuis la Révolution tranquille, mais on en présente les principales faiblesses, les principaux Oui, défis, puis on propose certaines pistes de renouvellement pour le modèle québécois. Bien sûr, un des défis principaux auxquels on va devoir faire face, c'est celui de la transition énergétique, écologique, oui, les changements climatiques, l'environnement. Et à cet égard-là, heureusement, le Québec est bien doté. Hein. On s'est doté de la Société d'État Hydro-Québec, évidemment, qui est bien oui, connue de Hydro-Québec, tout tous, à fait. dont on a fait un moteur de développement régional et de développement industriel de façon générale et qu'on est en train de transformer également en moteur de développement commercial avec les exportations d'hydroélectricité pour verdir l'approvisionnement énergétique, notamment du nord-est américain. Et à l'heure actuelle, il y a un débat là, qui émerge entre les partisans de l'exportation, effectivement, d'hydroélectricité et les partisans de l'utilisation des surplus hydroélectriques pour
électrifier et décarboner les secteurs industriels québécois sur le territoire québécois. C'est un débat qui existait déjà, mais qui s'intensifie à l'heure actuelle. Donc, c'est un des grands défis dont auquel le Québec va avoir à faire face. L'électrification des transports également, qui est un enjeu lié à celui-là, et que le Québec, dans ces secteurs-là, pour ces défis-là, dispose effectivement de l'avantage comparatif qui lui est donné par l'hydroélectricité et sur lequel on va devoir tabler dans les années qui viennent. Puis il y a aussi des mutations sociales, hein, n'est-ce pas? Il y a eu la protestation des étudiants et tout ça. Maintenant, est-ce que vous pensez que le défi de Jean Lesage a été réalisé pour ce qui est de la Révolution tranquille? Bien, ça dépend de l'indicateur qu'on veut utiliser, mais Jean Lesage, au moment de son élection en 1960, son objectif principal, c'était de rattraper, grosso modo, le niveau de vie et le niveau économique de l'Ontario. Et ça a été réalisé, comme on le montre dans le livre, à peu près à tous les niveaux, même qu'aujourd'hui, le Québec dépasse l'Ontario sur plusieurs de ces indicateurs-là. Donc, on peut dire que, effectivement, dans ce sens-là, le défi a été relevé, non seulement par Jean Lesage, mais par tous les premiers ministres, les gouvernements qui l'ont succédé. Mais donc, ça dépend de comment on l'entend. Aujourd'hui, comme je le disais, le Québec fait encore face à une foule de défis. La pauvreté est encore un problème important. Les relations avec les peuples autochtones sont appellent à un renouvellement. La question environnementale, la question également démographique. Le vieillissement de la population au Québec va être un problème important dans les prochaines années, non seulement en raison des pénuries de main-d'œuvre, mais également en raison de la pression que ça va engendrer sur les services publics et des difficultés fiscales que ça va engendrer également avec la réduction de l'assiette fiscale québécoise. Donc, oui, le Québec s'est développé de façon importante. On a atteint beaucoup des objectifs qu'on s'était fixés au moment de la Révolution tranquille, mais on fait encore face à des défis importants, d'où la nécessité pour le modèle québécois de se renouveler puis de demeurer flexible, comme on l'évoquait tout à l'heure. Merci beaucoup, M. Rio, d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a parlé de la Révolution tranquille, 60 ans, rétrospective et avenir, un livre disponible dans toutes les librairies présentement. Absolument, et c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. C'est bien généreux de votre part. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous, jeudi à 15h30, ici Télévision Arrêt d'être. Au revoir.